soir, nous allons aborder le sujet des petits réacteurs nucléaires en France et en Europe. La France et l'Europe développent plus d'une dizaine de modèles de petits réacteurs nucléaires appelés Small Modular Reactors, qui bénéficient de soutien public et privé et d'un vif intérêt public déçu par les relatifs échecs des très grands projets de type EPR. La présentation fera ici une synthèse de ces différents projets en les classant en grandes familles technologiques. Elle évaluera leurs forces, les faiblesses, ainsi que leur contribution potentielle à la décarbonation du secteur de l'énergie. Plus brièvement, elle donnera un aperçu des projets similaires développés en Amérique du Nord. Et donc, pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dominique Vignon. Dominique Vignon est un spécialiste de l'énergie nucléaire. Il a été directeur technique à l'EDF et directeur général de Framatome pendant de nombreuses années. Il est membre de l'Académie des technologies et a été président de son pôle énergie. Il exerce actuellement des activités de conseil au bénéfice de plusieurs projets de petits réacteurs nucléaires innovants. Voilà. Donc à présent, eh bien, j'ai le plaisir de vous laisser la parole, Monsieur Vignon, et nous vous écoutons bien attentivement. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis un peu effrayé par l'introduction, d'autant plus que je crois que c'est moi qui l'ai proposé et effectivement, à l'entendre, c'est extrêmement ambitieux. Mais allons-y. Euh, Ma présentation va comporter les parties suivantes. Première partie, je vais rappeler, je pense que c'est assez connu, pourquoi il y a un intérêt pour les petits réacteurs modulaires. Deuxièmement, je vais faire un état des lieux global, un peu monde entier. Troisièmement, je vais faire un focus sur la France et indiquer quel est le processus suivi par les pouvoirs publics pour développer des petits réacteurs. Ensuite, je passerai à la Grande-Bretagne et je ferai la même chose. J'indiquerai le processus suivi en Grande-Bretagne et l'état des lieux. Et je terminerai, si j'en ai le temps, par les États-Unis avec l'objectif de terminer en moins de 45 minutes pour laisser la place à des questions. Alors, le contexte, il est connu, c'est celui de l'objectif de décarboner nos économies, d'arriver à zéro émission nette en 2050, ce qui implique premièrement de diminuer les consommations d'énergie. L'énergie est émetteur de à peu près 80% du gaz à effet de serre, toutes activités, et ceci, cette diminution, c'est la sobriété, mais elle ne suffit pas. Même avec des diminutions très fortes, il faut sortir des énergies fossiles et pour le faire, il y a deux vecteurs principaux, la biomasse, mais elle est en quantité très limitée, et l'électrification avec des perspectives, par exemple selon l'Agence internationale de l'énergie, de triplement de la demande d'électricité qui sera satisfaite par du solaire, de l'hydraulique, de l'éolien, mais selon à la fois l'IEA, AIE et selon le GIEC, eh bien, il serait souhaitable de disposer d'une part de nucléaire. Donc, le raisonnement, le rationnel, c'est on veut décarboner, on veut sortir des fossiles, on va faire des énergies renouvelables, mais un complément nucléaire est utile et tant le GIEC que l'IEA l'ont exprimé de façon très nette dans de nombreux rapports. Alors, j'indique tout de suite ici que je me place dans ce contexte. Autrement dit, que je ne me place pas, mon exposé n'est pas pour ou contre le nucléaire. Si je devais faire, si j'avais dû faire une présentation, une introduction à une controverse pour ou contre le nucléaire, j'aurais dit tout autre chose. J'aurais fait une autre présentation. Et donc, je vais me focaliser sur un autre point en admettant qu'il y ait du nucléaire. Quel rôle peuvent avoir les petits réacteurs? La problématique des SMR, ça a été dit en introduction. Le point de départ,
c'est des échecs qui sont bien connus, bien documentés dans la construction, la mise en service de grands réacteurs, l'AP1000 de Westinghouse, avec des retards aux États-Unis qui sont à peu près égaux à ceux de l'EPR Areva en France, donc des retards très importants, mettant en doute un dogme de l'énergie nucléaire et de l'énergie en général, c'est on bénéficie d'un effet de taille. Plus on augmente la taille d'un projet, plus son coût, non pas au kilowatt, mais au kilowattheure, baisse. Le coût spécifique, il est d'autant plus bas que la puissance est élevée. Alors, pour une raison qui est physique, c'est une raison de la croissance respective de la surface et d'un volume. Si vous avez une cuve, mais si vous avez un dodécaèdre, n'importe quel volume sympathique, vous multipliez la longueur de référence, le diamètre ou le rayon par un facteur X, le volume augmente avec le cube de la dimension de référence, la surface n'augmente que comme le carré. Le volume d'une sphère étant à puissance 3, le volume, la surface de la sphère est en puissance 2. Or, ce que vous payez, ce que vous achetez, c'est la surface, alors évidemment multiplié par l'épaisseur, mais vos coûts, ils augmentent par une loi qui est très très bien vérifiée dans tous les systèmes énergétiques. C'est une loi en racine de 2 sur 3, vous augmentez comme la puissance 2 tiers de la puissance. Et donc on a cru, et on croit d'ailleurs, à cette loi, qui est complétée par deux autres bonnes raisons d'avoir cette croissance qui est moins rapide que la croissance de la puissance, la croissance du kilowattheure moins rapide que la puissance. Le premier, c'est qu'il y a de nombreux systèmes, et c'est particulièrement vrai dans le nucléaire, qui sont à coût fixe ou quasi fixe. Par exemple, la clôture d'une installation nucléaire, ça a à peu près le même coût que la centrale soit grande ou pas. Ok, elle augmente un peu en taille, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais il y a aussi tous les systèmes de sûreté, l'enceinte de confinement, les systèmes d'injection d'eau, etc. Il faut à peu près la même quantité de pompes, la même longueur de tuyauterie, quelle que soit la puissance. Donc vous avez une partie de l'installation qui est à coût fixe ou quasi fixe. Et puis l'équipe d'exploitation qui est là en permanence, donc en 3-8, mais en réalité ça veut dire pour faire les 3-8, 6 ou 7 équipes, qui est la même sur un petit ou un grand réacteur. Et donc il y a un dogme qui est on a intérêt à aller vers de grandes puissances. Ce dogme se vérifie aujourd'hui, par exemple, avec les éoliennes. On va vers des éoliennes de plus en plus grandes. Et néanmoins, les échecs que j'ai rappelés ont conduit et conduisent à se dire, mais est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'on n'arrive pas à des niveaux de puissance où cette loi ne s'applique plus? Et est-ce qu'elle ne peut pas être compensée par d'autres effets qui sont des simplifications technologiques pour des réacteurs qui seraient très sensiblement plus petits? Est-ce qu'ils ne pourraient pas être plus simples? Une réduction du coût de financement, parce qu'il pourrait être construit plus vite et le coût de financement, il est proportionnel à la durée de construction. On pourrait atteindre plus de clients puisqu'on pourrait servir des petits réseaux. Je rappelle qu'on ne peut pas mettre sur un réseau électrique un point d'injection de puissance supérieur à environ 1/10 de la puissance totale. Et si on a des très grands réacteurs, ben, il y a beaucoup moins de réseaux qui peuvent accepter cette règle. Et enfin, si on a des plus petits réacteurs, on en construit beaucoup plus. Et donc, on bénéficie d'un effet de série. Quand on en construit 2 fois plus, quand on construit 2 fois plus d'une série, eh bien, le coût unitaire diminue de 10%, de 15%. Il y a des tas de modèles économiques qui évaluent ça. Et là encore, c'est vérifié dans l'automobile, dans l'éolien, dans le solaire, etc., etc. Donc, la problématique des SMR, c'est est-ce qu'on peut compenser la pénalité de la petite taille par des avantages?
Donc, le bénéfice de la série, il est illustré par ce graphique dans lequel je ne vais pas rentrer. Il est relativement évident. Vous avez une diminution du prix si vous multipliez les quantités produites. Alors, le résultat, c'est qu'on assiste depuis maintenant peut-être 5, 6, 10 ans à une poussée des petits réacteurs comme des champignons. Il y en a partout. Alors, il n'y en a pas partout qui se construisent, mais il y en a beaucoup qui se conçoivent et éventuellement qui cherchent à se faire valider par les autorités de sûreté. Vous voyez sur cette première carte qui présente les sites projetés et qui a été établie par l'agence de l'énergie nucléaire, la Nuclear Energy Agency, l'agence de l'énergie nucléaire qui fait partie de l'OCDE. Elle a un dashboard de tous les projets de petits réacteurs dans le monde et son dernier rapport donne cette carte qui vous montre à la gauche une effervescence en Amérique du Nord avec, on voit presque la frontière canadienne parce que les réacteurs à gauche, 20, 11, 6, 20, 19, si vous voyez, 21, c'est des réacteurs au Canada. En dessous, c'est les États-Unis et l'Alaska. Tout en bas, il y a un projet en Argentine. Ensuite, vous allez à l'Est et vous avez des projets en Europe, mais aussi des projets en Extrême-Orient, notamment en Chine et un peu en Corée. Donc, le point de départ, c'est le gros boom, c'est les États-Unis, mais aussi des projets, une activité en Europe et en Extrême-Orient. Ceci est complété par une vue rapide, je vais passer sans doute sur les centres de décision. Alors, le graphique précédent, c'était la localisation des sites. Là, c'est les centres de décision. Et vous voyez pareil qu'ils sont largement en Amérique du Nord. Ils sont essentiellement en Amérique du Nord. Ils sont moins en Europe, notamment parce que les projets en Grande-Bretagne sont largement des projets américains et ils sont en Extrême-Orient. Alors, avant d'aller plus loin, comme je viens de dire, je viens d'identifier un peu plus qu'une vingtaine de modèles de SMR, il faut arriver à les classer. Et le classement usuellement retenu, la taxonomie des petits réacteurs, eh bien, il peut être double. C'est par la taille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit réacteur? Ça veut dire, on peut classer. Donc, grosso modo, on adopte en général 3 classes. Les micro-réacteurs, qui sont des réacteurs dont la puissance thermique est de moins de 60 MWh. Alors, la puissance électrique est environ le tiers, le rendement de ces réacteurs est de l'ordre de 30%, parfois, en général un peu plus, mais de l'ordre, donc ça fait 20 MW électriques, c'est pas beaucoup. Vous trouvez dans cette catégorie un réacteur de Westinghouse de 15 MW thermiques, c'est vraiment tout petit. Des réacteurs français dont je parlerai plus en détail. Au-delà de cette taille de 60 MW thermiques, un peu d'incohérence parce que j'écris 150 en dessous, il y a des mini-réacteurs de 50 à 150 MW thermiques, donc des réacteurs qui font moins de 50 MW électriques, et puis enfin des petits réacteurs qui commencent à 50 MW électriques et qui peuvent aller jusqu'à 300 MW électriques environ. Donc ce sont des réacteurs, les micro-réacteurs, ils ont de l'ordre ils sont 100 fois plus petits que les grands réacteurs commerciaux que nous connaissons. Peut-être un peu moins que 100 fois, mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Je me trompe peut-être, le PR est de l'ordre de 4000 MW thermiques. Donc si vous êtes
à 10 mégawatts thermique, ben vous êtes 4000 sur 10, ça fait 400 fois. Donc, c'est quand même des tout petits réacteurs, les micro-réacteurs. En revanche, si on arrive à 600 mégawatts électriques ou au-delà, on est plus petit réacteur, on est un grand réacteur. Donc, ça, c'est un premier mode de classement. Alors, ce mode de classement, il a comme impact que plus on est petit réacteur, plus on subit la pénalité de l'effet de taille. Et donc, plus il faut que son réacteur soit complètement différent des grands réacteurs de technologie beaucoup plus simple pour arriver à passer. Il y a un deuxième classement qui est le classement par technologie. Alors là, il y a deux catégories. Les réacteurs qui sont de technologie analogue aux grands réacteurs commerciaux, donc essentiellement des réacteurs à neutrons lents. On ralentit les neutrons pour faciliter la réaction nucléaire. Et donc il y a un modérateur. Ce modérateur est le plus fréquemment de l'eau légère, mais ça peut être de l'eau lourde ou ça peut être du graphite. Et je ne vais pas rentrer dans les différentes catégories de réacteurs à eau légère, ce serait trop long, mais on est dans des réacteurs qui sont de technologie assez bien connue, s'agissant du cœur du réacteur. Et puis il y a des réacteurs qui, au contraire, sont de technologie, entre guillemets, nouvelle, donc des réacteurs à neutrons rapides. On ne ralentit pas les neutrons et on les utilise tels quels. On les appelle Advanced Modular Reactors. Les réacteurs précédents, c'est les Small Modular Reactors non Advanced. Et il y a deux façons de les refroidir, parce qu'il faut évacuer la puissance. Les cœurs sont beaucoup plus petits en taille que les réacteurs modérés. Donc il faut évacuer des grandes chaleurs spécifiques. Le caloporteur peut être un métal liquide, du sodium ou du plomb par exemple, ou des sels fondus, ce qui est complètement novateur. Et puis il y a une dernière catégorie qui est la fusion nucléaire, et je ne parlerai pas dans cette présentation de fusion nucléaire, je ne la mentionne que pour l'exhaustivité. Alors, les petits réacteurs, c'est pas nouveau. En réalité, l'énergie nucléaire a commencé avec des petits réacteurs et je donne ici l'exemple du premier réacteur non à finalité militaire. On peut dire que c'est une finalité militaire indirecte puisque c'est pour faire un sous-marin, mais le cœur du réacteur, il n'est pas pour faire de la matière fissile. C'est le réacteur qui propulsait le Nautilus, sous-marin américain qui a fonctionné de 1955 à 1980. Il a été suivi par une série de réacteurs russes. Donc c'est le projet 627 qui a été exploité de 1958 à 1988 avec un réacteur AMR, Advanced Modular Reactor, donc pas à eau légère, mais avec un caloporteur plomb, en l'espèce plomb-bismuth pour abaisser le point de fusion, mais peu importe. Et il y a en Russie des brise-glaces qui fonctionnent actuellement en même temps que nous parlons, réacteurs à eau légère, et les Russes ont embarqué les mêmes réacteurs qui propulsent des brise-glaces sur une barge que vous voyez à droite. Il y a deux réacteurs de brise-glace sur cette barge. Elle a été construite à Saint-Pétersbourg et elle est ici tirée pour être accostée en extrême Moyen-Orient russe pour produire de l'électricité. Donc la photo date de 2020, donc c'est récent et c'est opérationnel. En France, il y a eu une tentative dans les années 2010 de ce qui est maintenant Naval Group, qui était à l'époque DCN International, DCNS, c'est pas DCN International, DCNS, un concept de réacteur immergé, FlexBlue. On le transporte sur un site où on le fabrique à Cherbourg, on le transporte sur un site où on veut produire de l'électricité, on l'immerge et dans ce cigare,
il y a 2 réacteurs nucléaires qui seraient capables de propulser un sous-marin, mais ils ne sont pas destinés à propulser un sous-marin, ils sont destinés à produire l'électricité. Alors, on peut faire des modules de 160 MW électriques, on peut en mettre plusieurs, et je mentionne ce projet pour mémoire et pour rappeler que l'idée de développer des petits réacteurs, elle a été mise en œuvre. Ce sont les réacteurs de propulsion navale, sous-marins et porte-avions, et l'idée même de les utiliser à des fins commerciales a été utilisée avec des résultats. La barge russe, je rappelle, si vous la regardez, qu'en termes de vulnérabilité aux accidents externes, des chutes d'avions, etc., elle n'est quand même pas idéale. La solution d'immerger, mais elle a été arrêtée pour des tas de raisons que je ne vais pas exposer. Donc, les petits réacteurs, ce n'est pas d'hier que ça date. Donc, en France, dans le cadre de France 2030, BPI France a lancé un appel à projet qui s'appelle Appel à projet pour des petits réacteurs innovants, qui a été ouvert de 2022 à mi-2023, en étant très ouvert sur les technologies, toute taille, tout ce que vous voulez, des SMR, des AMR, des réacteurs haute température, des neutrons rapides, des sels fondus, et même de la fusion. Et il est sorti 11 projets, 11 petits réacteurs innovants, donc, qui bénéficient de subventions, à côté d'un projet déjà subventionné qui est ou qui était Neward. Donc, cet appel à projet BPI France, il lui est affecté 1 milliard d'euros, et en principe, où il était prévu 500 millions pour Neward, 500 millions pour les autres, allant de la preuve du concept des autres réacteurs jusqu'à la réalisation d'un démonstrateur. Donc, vous avez ces 11 réacteurs avec 3 ou 4 familles, comme selon la nomenclature que je donnais tout à l'heure, 2 réacteurs purement halogènes, ils font que de la chaleur et ils sont micro-réacteurs, 30 MW thermiques et 10 MW thermiques, 3 réacteurs à neutrons rapides, 3 réacteurs à sel fondu, un réacteur non classifiable, Blue Capsule Technology, et enfin des réacteurs de fusion dont je ne parle pas. Donc, un grand nombre, une large palette de réacteurs. Et je vais essayer de vous dire quelques mots des technologies de ces différents réacteurs pour que vous compreniez où on en est. Alors, pour dire ces quelques mots, et parce que j'ai un intérêt, et ça a été dit au départ, puisque je suis un des initiateurs du projet Calogena, et donc je préfère me replier vers ce qu'a dit l'autorité de sûreté française de ces différents projets, et elle les a classés dans son rapport annuel public de 2024, en indiquant que les projets les plus matures, c'est Neward, mais j'anticipe la suite, EDF a arrêté le projet Neward, c'est Calogena dont je viens de parler, et ce sont tous les deux des réacteurs à eau légère. Ensuite, ce sont des réacteurs refroidis au sodium, Hexana et Otrera, et enfin, ce sont les réacteurs à sel fondu, qui sont de technologies non développées ni qualifiées en France. L'ASN a été plus loin que ces évaluations et a souligné que pour développer ces réacteurs, pour les faire aboutir, il n'y avait pas simplement le problème de les concevoir et de les qualifier du point de vue de la sûreté, il y avait le problème de fabriquer leur combustible. Et autant on sait fabriquer assez bien des combustibles pour les réacteurs à eau, autant il n'y a pas en Europe de capacité de fabrication de combustible pour des réacteurs à haute température, donc c'est le jaune qui est au milieu. Il n'y a pas non plus actuellement en Europe de capacité de fabrication de combustible pour des réacteurs à neutrons rapides.
puisqu'il faut du mixed oxide, c'est-à-dire mélange uranium-plutonium, enrichi aux alentours de 20%, de même que pour le combustible HTR, il faut une technologie qui est illustrée par la petite boule sur la droite, et un enrichissement de l'ordre où ça approchant de 20%. Or, les usines européennes d'enrichissement ne délivrent pas l'uranium commercial à 20%. Et enfin, pour les réacteurs au plomb ou à sel fondu, c'est un peu pareil. Le combustible des réacteurs au plomb, on saurait le fabriquer. Enfin, on l'a fabriqué, mais il n'y a plus les capacités de fabrication aujourd'hui. Et les réacteurs à sel fondu, c'est un autre monde, d'ailleurs, tant en ce qui concerne la fabrication du combustible que son retraitement, puisque la logique de ces réacteurs, c'est que le combustible soit retraitable. Alors, donc, il y a deux réacteurs, en quelque sorte, qui sont classés par l'ASN comme étant les plus faciles. C'est Calogena et le réacteur JIMI, que je présente très brièvement. Calogena, c'est un réacteur dérivé des logiques, des concepts de réacteurs dits réacteurs de recherche, ceux qu'on trouve sur les sites du CEA ou les sites des grands organismes équivalents à l'étranger, pour faire des irradiations de matériaux, de combustibles, etc. Des réacteurs de type piscine. Et donc c'est un réacteur dont la cuve intégrée avec un échangeur est immergée dans une piscine. Il est conçu pour délivrer de la chaleur à un réseau de chaleur et contribuer à la décarbonation des réseaux de chaleur, puissance 30 MW, et il en est actuellement à ce que son dossier d'option de sûreté va être déposé à l'ASN dans quelques semaines. Et comment il s'insère dans un réseau de chaleur? Eh bien, il y a le réacteur qui délivre sa chaleur à un échangeur intermédiaire que vous voyez en haut, et pour ne pas contaminer le réseau de chaleur, donc circuit intermédiaire, et cette chaleur ensuite va dans un réseau de chauffage. Le réacteur JIMI, c'est un réacteur haute température qui bénéficie de la sécurité intrinsèque des réacteurs à haute température. Ici, j'aurais dû écrire HTR et non pas SMR. Il est organisé avec le même concept de circuit primaire et circuit secondaire pour délivrer de la chaleur haute température à des sites industriels. Et je crois que, oui, c'est ça, le JIMI met en avant, donc le réacteur il est à gauche, le site industriel est à droite, et JIMI met en avant la sûreté intrinsèque de ce réacteur en convection naturelle, qui exclut la fusion du cœur, et JIMI a déposé ou va déposer, je ne sais pas exactement où ça en est, mais c'est maintenant, deux demandes d'autorisation de création, une pour une usine de fabrication du combustible et une deuxième pour un premier site qui serait, il faudra que tout le monde soit d'accord, l'usine de Cristanol, c'est Crystal Union, c'est la plus grosse coopérative de producteurs de betteraves pour faire du sucre, qui est à Bazancourt dans la Marne. Donc voilà l'état des lieux pour la France. Alors, je passe maintenant, en revenant en arrière, aux États-Unis, au Royaume-Uni, je veux dire. Le Royaume-Uni a procédé un peu comme France 2030 en France, à un appel à projet, mais assez différent. En France, l'appel à projet a été complètement ouvert et, comme vous l'avez vu, il est sorti des réacteurs que je qualifierais un peu d'exotiques. Il est sorti une gamme très vaste. Il est sorti des réacteurs assez faciles à faire et puis des réacteurs beaucoup plus difficiles. Les Anglais ont eu une approche
je dirais, moins ambitieuses, et ils ont fait une sélection que j'appelle un beauty contest. On demande aux différents vendeurs de venir présenter leurs produits. Dans une première phase qui s'est déroulée jusqu'à octobre 2023, il est sorti 6 projets dans des gammes de taille qui sont de l'ordre de 400 MW, qu'on va voir un petit peu, 400 MW électriques, mais des réacteurs sur des technologies, il n'y a pas d'AMR dans le système britannique. La phase 2, eh bien, elle commence, et vous êtes sur la dernière actualité, puisque en fin septembre 2024, l'organisme, c'est Great British Nuclear, a annoncé que 2 projets s'étaient retirés, le projet d'EDF, Neward, et le projet américain NuScale, qu'il en restait 3, et qu'il en restait 4, pardon, et ces 4, ils sont là. Donc c'est Hitachi, GE Hitachi, Holtec, qui est en réalité américain, donc c'est la filiale britannique qui a présenté le projet, Rolls-Royce, qui est un projet pour le coup anglais, et Westinghouse. Donc les projets sont ici dans l'ordre, et vous voyez une première chose, c'est que ces SMR, qui sont des petits réacteurs, ils ne sont pas si petits que ça en réalité, ils sont relativement grands. Si on les passe en revue, donc le projet de GE Hitachi, qui s'appelle BWRX-300, c'est un réacteur bouillant que vous voyez sur la droite du graphique, qui est inspiré d'un réacteur bouillant de très grande taille que GE et Hitachi, qui ont depuis très longtemps un consortium en commun, avaient développé pour relancer la technologie bouillante. Ce réacteur s'appelle ES-BWR, B comme boiling, BWRX, donc c'est boiling. Et vous voyez que ce qui est visé ici, c'est une puissance électrique de 300 MW, mais que c'est tout sauf très petit. Alors, tous ces réacteurs, je ne le dirais pas nécessairement systématiquement, ils annoncent tous beaucoup d'objectifs ambitieux, un très haut niveau de sûreté, un délai de grâce de 5 jours. On n'a pas besoin, s'il y a un incident, une situation incidentelle, il n'y a pas besoin d'intervention de l'opérateur pendant 5 jours, un délai de construction en 36 mois, et GE Hitachi a déposé auprès de l'autorité de sûreté britannique une demande de General Design Assessment, donc se faire évaluer son design. Ça se passe en Grande-Bretagne en 3 phases, et la première phase vient de commencer. Alors, le deuxième projet, c'est un projet porté par l'entreprise américaine Holtec. Holtec, c'est pareil, c'est 300 MW, mais constitué de deux réacteurs de 150 MW qui fonctionnent ou fonctionneraient en circulation naturelle, primaire en circulation naturelle, boosté. Alors, c'est pas très clair. Il y a un point commun à tous ces réacteurs, c'est que l'information technique est pas aisément disponible, à la fois parce que ça n'intéresse pas le grand public, mais aussi pour des raisons de confidentialité industrielle. Il est walk away, c'est-à-dire que c'est comme le précédent, vous pouvez partir pendant pas mal de jours, il ne se passe rien. En tous les cas, c'est l'objectif. Pareil, le General Design Assessment Step 1 est terminé et il devrait se construire en 36 mois. Alors, le troisième, c'est un projet Westinghouse AP300, 300 MW, qui est arrivé le dernier dans la course. C'est en fait, donc, si vous êtes familier, il existe l'AP1000, qui est un réacteur que Westinghouse met en avant depuis maintenant une vingtaine d'années, qui en réalité à 1200 MW, et qui a un certain nombre de systèmes intéressants pour leur passivité. Et l'AP300, c'est la même chose que l'AP1000, mais en modèle réduit et avec une seule boucle primaire. Pareil, le process
de General Design Assessment Step 1 a commencé. Alors, je commente en disant, si vous voulez, quand vous prenez un réacteur commercial à 2 boucles ou à 3 boucles et que vous vous dites, je vais faire un réacteur plus petit en mettant qu'une seule boucle à la place de 2 ou qu'une seule boucle à la place de 3, vous sortez des critères que j'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez faire un petit réacteur, vous ne pouvez pas faire une simplification ou une réduction de taille homothétique d'un grand réacteur. Vous êtes sûr d'être pénalisé par l'effet de taille. Si vous voulez réussir, il faut que la technologie soit différente. Donc, il est sans doute assez peu vraisemblable qu'un petit réacteur de 300 MW, qui est un grand réacteur avec une seule boucle, qui est un grand réacteur qui normalement aurait dû avoir 2 boucles primaires, il est assez peu vraisemblable qu'il soit compétitif. Alors, dans mon schéma, ben, j'en ai raté un. C'est le dernier, c'est Holtec. Non, je l'ai présenté, Holtec. Alors, quel est le... GE Hitachi, Holtec, Rolls-Royce. C'est Rolls-Royce. Rolls-Royce, c'est un réacteur à eau sous pression. Rolls-Royce fabrique en Grande-Bretagne les réacteurs des sous-marins. Il n'y a pas de porte-avions nucléaire en Grande-Bretagne. Entre guillemets, sous licence. Il n'y a pas eu de développement propre britannique de réacteurs de propulsion. C'est la technologie américaine. Mais en revanche, Rolls-Royce a développé un réacteur SMR d'environ 200-300 MW et d'ailleurs a récemment signé un accord avec la Tchéquie pour évaluer l'implantation de ce réacteur et une première construction en Tchéquie. Rolls-Royce se prévaut par rapport aux autres être en GDA, en General Design Assessment, Step 2. Alors, excusez-moi de ce long défilé, mais je viens maintenant aux États-Unis. Et ça va être, je suis près de la fin de ma présentation. Donc les États-Unis, on peut critiquer ma présentation parce que peut-être elle n'est pas complètement logique, mais vous avez vu sur la carte de début qu'ils sont un peu la matrice, ils sont le père de ces SMR, ils y croient beaucoup. Et aux États-Unis, les projets de petits réacteurs pullulent. Alors, j'ai beaucoup simplifié la présentation par rapport à l'innovation américaine. D'abord parce que je considère que je vous ai déjà présenté le BWR X300 et Holtec, ce qui est vrai. Et donc, je vais me concentrer sur un réacteur américain que j'ai évoqué au titre de la Grande-Bretagne, c'est NuScale, et je vais me concentrer dessus parce que c'est en réalité un projet arrêté, ou en tous les cas qui a échoué aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de projets d'AMR, donc Advanced Modular Reactors. Il y a des micro-réacteurs qui sont financés par les militaires dans le cadre de la DARPA. Donc les micro-réacteurs, ils sont présentés comme pouvant alimenter des bases militaires le long dans le Grand Nord, etc. Mais ils sont surtout des plateformes de développement technologique. Il y a des projets de réacteurs à haute température avec des perspectives de fabrication de combustibles hautement enrichis associés. Il y a un projet que je ne vais pas présenter, mais qui est peut-être le projet plus avancé d'AMR aux États-Unis, qui s'appelle Kairos, qui est un projet de réacteur à sel fondu. Et puis enfin, il y a Bill Gates qui a mis des milliards, il met des milliards d'euros sur un réacteur AMR qui est à neutrons rapides. Alors, donc, je vais sur les États-Unis me concentrer, rappeler qu'ils ont BWRX et Holtec, mais me concentrer sur NuScale.
Alors, si vous suivez l'actualité nucléaire, il y a eu une annonce qui a bouleversé le monde des petits réacteurs, qui date de la première partie de 2024. C'est que le projet NuScale, qui était considéré comme le projet le plus avancé dans le monde de SMR, était arrêté. Alors même que ce projet bénéficiait d'une garantie de financement d'1,4 milliard du gouvernement fédéral et qu'il avait déjà reçu une Final Safety Approval. Le Final Safety Approval Report avait été présenté en 2020 pour un module de 50 MW. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le projet se développait avec un client qui est le producteur d'électricité de l'Utah, l'État de l'Utah, et au fur et à mesure du développement du projet, les prix, le coût d'investissement et conséquemment le prix potentiel du kilowattheure a augmenté régulièrement, et finalement, le producteur d'électricité de l'Utah, il a tiré le rideau, il a dit à ce prix-là, j'achète plus, et il a décidé d'arrêter. Alors, ce projet, il est montré sur la gauche, c'est un réacteur intégré dont le circuit primaire fonctionnait en circuit naturel, ce qu'on retrouve dans un certain nombre de concepts, le concept Calogena que je n'ai pas présenté en détail, il est un peu comme ça, etc. Alors, évidemment, alors, avec l'arrêt en Utah, NuScale, qui n'était pas rien, je vous rappelle le montant du financement qui a été garanti par le gouvernement fédéral, NuScale, c'est le groupe Fluor, qui est une des très grandes sociétés d'ingénierie américaine, en même temps que l'Utah, ou après l'Utah, NuScale s'est retiré de la candidature de l'appel d'offres britannique. NuScale dit je suis toujours vivant, j'ai un projet en Roumanie, mais il n'y a pas tellement de raisons que les problèmes de compétitivité n'affectent pas son développement en Roumanie. Alors, quelque part, pourquoi ce projet est devenu non compétitif? C'est que NuScale mettait en œuvre, pour faire une centrale de 450 ou 450 MW, mettait en œuvre 6 modules, tels que celui représenté à gauche. Ces 6 modules, vous le voyez dans le sketch de droite, et vous faisiez la centrale comme ça. Et vous faisiez une centrale au total. Alors, au fil du temps, la puissance de chaque module est passée de 50 MW à 77 MW. Donc, avec les 6 modules, vous faisiez à peu près 450 MW électriques. Mais évidemment, si vous avez envie de faire 450 MW électriques, il vaut bien mieux faire un réacteur de 450 MW électriques que 6 réacteurs de 70. C'est un peu une aberration, et c'est un killer, c'est un facteur de non-compétitivité qui est intrinsèque à la conception. Alors, je mentionne également un projet coréen, parce que les Coréens sont toujours intéressants à suivre. Pourquoi je le mentionne? C'est parce qu'il a obtenu une approbation de principe de l'autorité de sûreté coréenne, un réacteur de 100 à 110 MW électriques, et il est en coopération avec l'Arabie Saoudite, mais finalement les perspectives de construction en Arabie Saoudite semblent avoir disparu. Et ma remarque sur ce projet, à nouveau, c'est que vous voyez que ce petit réacteur de 110 MW électriques, 110 MW électriques, il n'est pas si petit que ça. La Chine a aussi un projet de petits réacteurs, 125 MW électriques. Alors là, pour le coup, il est en vraie construction, avec le dôme du réacteur qui a été posé en février 2024. Et même conclusion, il n'est pas si petit que ça. Alors, ma conclusion, et
pourra débattre de vos questions. Ben, il y a beaucoup trop de projets, et notamment en France, il reste une trop grande variété de projets. Il y aura des tris, il va y avoir des morts sur le terrain. Le deuxième point, c'est que la France, avec la stratégie d'appel d'offres qui a été mise en œuvre, est aujourd'hui le seul pays à ne pas développer de produits électrogènes de moyenne puissance qui puissent être disponibles, j'allais dire, dans les 10 années qui viennent. Donc, Jimmy et Calogena ne sont pas électrogènes, ils sont calogènes, et les autres projets français, ils sont AMR, soit à neutrons rapides, soit à sel fondu, et donc avec des temps de développement qui vont être longs. Et ma dernière conclusion, c'est que si on veut faire du nucléaire durable, ça implique d'utiliser 100% de l'uranium, et donc ça implique des réacteurs à neutrons rapides. Et si on n'a que des réacteurs à neutrons lents, on exploite mal l'uranium. Si on veut faire du nucléaire durable, il faut des réacteurs à neutrons rapides, et le cadre de développement des réacteurs à neutrons rapides, appel d'offres et espoir que ce soit des entreprises privées qui réussissent et développent, il est assez illusoire, et il faudra sans doute changer de stratégie. Et je présume que je suis arrivé au bout, et à peu près au bout de mes 45 minutes. Et donc, je suis ouvert à vos questions. Nous avons déjà des premières questions qui sont apparues, dont une question de Sébastien qui demande: peut-on imaginer encore plus de réacteurs SMR financés par les GAFAM pour leurs propres usages? Ben, c'est une question intéressante. Vous lisez comme moi que les GAFAM sont, pour le financement comment ça s'appelle, les centres de calcul pour la crypto-monnaie, pour l'intelligence artificielle, et ils sont de plus en plus grands, etc., etc. Et les GAFAM veulent décarboner. Donc, ils ont un gros souci de décarbonation. Moi, ce que j'observe pour le quart d'heure, c'est qu'ils font des achats d'électricité nucléaire à des producteurs d'énergie nucléaire. Ils ont provoqué ou provoquent actuellement le redémarrage d'une centrale américaine qui était sous cocon. Bon, enfin, elle n'était pas complètement, elle n'était pas décommissionnée. Je pense personnellement que les GAFAM vont rester dans leur spécialité, qui n'est pas de développer des réacteurs nucléaires, et que effectivement, ils chercheront à assurer de la décarbonation à la condition que ça soit compétitif en achetant de l'électricité nucléaire, mais je ne pense pas qu'ils se lanceront dans leur conception et leur production. Et Bill Gates, que j'ai mentionné, avec son TerraPower, c'est autre chose. Il ne le fait pas en tant que Microsoft, il le fait en tant que fondation Bill Gates. Je rallume mon micro, c'est quand même plus simple pour vous poser des questions. Une autre question de Benoît concerne la sécurité des SMR. Donc il se demande si le risque principal n'est pas pour ce type de réacteur la malveillance ou la vulnérabilité face aux agressions extérieures. Donc il suggère par exemple les attentats, vols de combustible ou prise à partie par des groupes anti. Oui, la remarque est tout à fait juste. Alors, elle me donne l'opportunité de préciser que les autorités de sûreté européennes, qui sont réunies dans le cadre de WENRA, comme ceux qui suivent le nucléaire le savent, ils vont établir, ils vont développer des exigences, des objectifs de sûreté pour les petits réacteurs qui iront au-delà des objectifs de sûreté actuels pour les grands réacteurs. Mais je pense que c'est notamment en termes de rejet dans des situations accidentelles extrêmes. Mais je pense que les petits réacteurs permettront d'atteindre ces objectifs, et il va rester tout ce qui est agression. Et les agressions,
il n'y a jamais de réponse absolue. D'ailleurs, c'est toujours difficile d'en parler parce que les dispositions de protection, elles sont confidentielles. Mais en général, il y a des lignes de défense successives. Et la première ligne de défense, c'est d'enterrer le réacteur. Donc, je n'ai pas insisté en les présentant, mais si vous avez l'occasion de revoir cette présentation, vous verrez qu'à peu près tous les projets que j'ai présentés, le réacteur est enterré. Alors, est-ce que ça résout tous les problèmes de malveillance? Je ne le prétends pas. Hein. J'ai dit d'emblée que je n'étais pas en train de faire une défense des petits réacteurs et de dire tout est bien. Non, chacun de ces réacteurs devra faire l'objet de son évaluation et notamment vis-à-vis des problèmes de malveillance. Je termine en disant qu'en France, c'est le HFDS, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, qui est un militaire, et ses équipes qui font les évaluations de la tenue des réacteurs à la malveillance, et tous les projets français vont être soumis à l'évaluation du HFDS. Une autre question de Pierre. Quelles sont les raisons de l'abandon de Newards? Ben, la raison, je l'ai donnée, c'est qu'au fur et à mesure du développement du projet, eh bien, son coût, le budget de réalisation à venir, établi par Neward, a augmenté, et que finalement EDF a dit, ben, je ne vais pas arriver, avec le concept sur lequel je suis parti, je ne vais pas arriver à faire un réacteur compétitif. C'est ça la raison fondamentale. Alors, il y a une raison annexe, mais je ne vais pas en dire plus. D'abord parce que quelque part je ne le sais pas, mais que deuxièmement, EDF n'en a pas vraiment dit plus. Mais il y a une raison additionnelle, c'est qu'il est notoire, je ne crois pas du tout que c'était confidentiel, que le générateur de vapeur de Neward, peut-être deux générateurs de vapeur, était un générateur de vapeur à plaque par opposition au générateur de vapeur à tube des réacteurs commerciaux. Donc un générateur de vapeur de grande dimension à plaque qui était complètement prototype, et je ne suis pas certain que la qualification de la fabrication de ce générateur de vapeur à plaque était évidente, qu'elle était acquise. Donc il y a certainement eu une hésitation sur cette innovation qui était au cœur de la conception du Ward. Mais la raison principale, c'est un peu la même que celle de NewScale. Je jette l'éponge parce que je ne suis pas compétitif avec cette technologie. Une autre question concerne la dernière slide qui fait référence au nucléaire durable. Quels projets sont des RNR surgénérateurs? Ben, en France, il y en a 3 ou 4. Je les ai présentés, hein, donc je ne sais pas si je peux aisément revenir à mon partage, etc. Mais il y a 2 projets qui sont issus, j'allais dire d'Astrid. Il y a 2 équipes de l'ex-Astrid du CEA qui ont, avec d'ailleurs l'aide du CEA, se sont transformés en spin-off du CEA. Donc ils ont essaimé et ont repris des technologies d'Astrid. C'est Exana, qui est un petit Astrid, enfin, c'est peut-être plus compliqué que ça, et Autrera, qui reprend des éléments d'Astrid, surtout pour le cœur du réacteur, mais un peu moins pour la partie système. Donc, il y a 2 projets dérivés d'Astrid, et puis il y a le projet Nucléo, qui est un réacteur à neutrons rapides, mais refroidi au plomb, qui est porté par un groupe italien, une grande famille italienne qui a pas mal d'argent et qui vient récemment d'annoncer une levée de fonds de 120 millions d'euros, sachant que 120 millions d'euros, ce n'est pas du tout assez pour développer un prototype de réacteur à neutrons rapides. Une autre question, les réacteurs à sel fondu sont-ils plus sûrs mais encore trop expérimentaux?
Oui, vous savez, l'amiral Rickover, qui est le pape de la technologie des réacteurs à eau légère et le concepteur du réacteur de sous-marin Nautilus que j'ai présenté au début, il disait le réacteur le plus sûr, c'est celui qu'on ne construit pas. Donc, à cet égard, les réacteurs à sel fondu sont les réacteurs les plus sûrs. Euh, ils ont des qualités de sûreté intrinsèque qui sont grandes, comme les réacteurs à haute température, mais ils ont des défis. Il y a deux grands défis. Il y a des défis de matériaux, de compatibilité de matériaux avec les sels fondus, et, et puis il y a un défi de cycle du combustible. Donc, on connaît assez, donc, si on veut être en nucléaire durable, il faut pouvoir fissionner 100% de l'uranium, et ça implique de recycler le plutonium et de fissionner l'uranium appauvri. Ça se fait à La Hague pour les réacteurs à eau légère. Il n'y a pas d'installation, il n'y a même pas de technologie qui permette de le faire pour les réacteurs à sel fondu. Donc il y a deux aides, des hurdles, deux obstacles qui sont importants, les matériaux et le cycle du combustible. Mais si on y arrive, et effectivement, le nucléaire, on doit s'inscrire dans le très long terme, c'est peut-être une bonne solution. Mais si on veut mettre des TRL, les réacteurs refroidis au sodium, ils sont déjà pas si faciles que ça, mais on en a fait. Les réacteurs à sel fondu, ben, on a peut-être des boucles expérimentales, mais on n'est pas plus que ça, donc on est sur des TRL assez faibles. Une question assez simple. Quand pensez-vous que les premiers réacteurs SMR seront opérationnels en France? Les premiers réacteurs opérationnels, ils ont été opérationnels il y a 50 ans. Hein. C'est Rhapsody, c'est Phoenix, c'est Super Phoenix. Alors, la question, c'est vraiment quand est-ce qu'on en fera à nouveau. Et j'ai au titre de l'Académie des technologies, on a travaillé le sujet. Il y a un premier point, c'est que le moteur du développement des réacteurs à neutrons rapides, c'est si le nucléaire se développe, il va y avoir rareté de l'uranium. Oui, c'est incontestable, mais pas demain matin. Donc on a un peu de temps. Le deuxième point, c'est si on veut travailler proprement, il faut refaire l'étape qui avait été envisagée pour Astrid. Donc il faut développer un nouveau concept, le valider, faire un démonstrateur. Et si on veut vraiment travailler proprement, c'est une affaire de plusieurs dizaines d'années. Avec la multiplication des projets de réacteurs, ne va-t-on pas avoir une tension grandissante sur les matières premières pour faire fonctionner tous ces nouveaux réacteurs s'additionnant au parc déjà existant? Ce qui compte, c'est la puissance totale. Hein. Ce n'est pas le nombre de réacteurs. Si on fait 100 réacteurs de 10 MW, on fait que 1000 MW. Donc on fait un réacteur 3 boucles français. Donc, moi personnellement, c'est une opinion qui mériterait d'être débattue, je pense que de l'uranium, qui est la matière de base, il y en a. Il y a actuellement une usine dont d'ailleurs Orano est actionnaire au Canada, pas une usine, une mine qui est sous cocon, qu'on n'exploite pas, mais enfin, il y a beaucoup de sites de production potentielle d'uranium qui ne sont pas mis en service, qui mériteraient que le prix de l'uranium soit plus élevé pour justifier leur exploitation. Donc de l'uranium, il y en a, mais effectivement, le développement actif du nucléaire avec les niveaux requis pour une très forte décarbonation, ben, aux alentours de 2050-2070, ça va coincer. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je ne crois pas personnellement qu'on va tomber sur une problématique de rareté de la matière. On va sans doute peut-être l'exploiter à des coûts plus élevés, mais vous savez que dans un réacteur nucléaire, le coût de la matière première
c'est à peu près 3% du coût de l'électricité. Bah, vous doublez ce coût de la matière première, vous augmentez le prix de l'électricité de 3%, ça ne tue pas l'économie de la filière. Et selon vous, en fait, au niveau uranium, enfin, quand est-ce qu'on pourrait avoir une projection pour se dire, là, on va arriver sur des années un petit peu limite en quantité d'uranium au niveau mondial? Il est publié par ce qui s'appelait autrefois l'Uranium Institute, alors, et ça a été repris différemment, ce qu'on appelle le Red Book, le livre rouge qui actualise tous les ans les perspectives de disponibilité de l'uranium. Et il y a toujours un débat d'experts parce qu'il y a il y a les mines qui sont actuellement en exploitation, mais ce qui compte, c'est pas les mines, c'est un peu comme le pétrole, c'est les réserves. Et à quel coût seront exploitées ces réserves? À quel coût l'exploitation de ces réserves sera-t-il rentable? Et je répète mon point, moi je pense que pour les 30-40 prochaines années, il n'y a pas de problème de rareté d'uranium. Aujourd'hui, les choix techniques de développement restent liés à une vision de rentabilité court terme. Faut-il une révolution des mentalités de nos décideurs pour que le développement de solutions nucléaires puisse réellement se mettre en mouvement? Oui. Question, Je réponds très simplement oui. C'est peut-être faire une critique excessive de la procédure qui a été mise en œuvre, l'appel à projet BPI France, etc., qui a consisté à dire, bon, au fond, si je caricature, hein, ayant le privilège de l'âge, j'ai une certaine liberté de parole. Mais, et donc ce que je dis est une caricature. Mais c'est finalement le CEA, grand organisme public, qu'on a chargé de développer la filière du futur, ça n'a pas si bien marché que ça. Donc, je pense Superphénix, Astrid, etc. Donc, Startup Nation, c'est plus le CEA qui va faire, on s'adresse à des startups. Et je pense que, compte tenu des enjeux financiers, des niveaux de risque qui sont associés au développement d'une filière nucléaire, c'est pas possible. Il n'y a que l'État qui peut assumer le risque. Et il s'agit d'enjeux de souveraineté, donc il est normal que ce soit l'État qui assume. Une dernière question de Mathéo. Malgré les différences technologiques entre les modèles de petits réacteurs et les réacteurs du parc, est-il possible de transférer les compétences en sûreté et en conduite en fait, de ce parc actuel vers ces petits réacteurs? En sûreté, c'est évident. Et d'ailleurs, les petits réacteurs que je connais, donc, parce que je ne connais qu'Halogéna, mais j'en connais d'autres assez bien, ils respectent les règles de sûreté des grands réacteurs et tous les progrès de la sûreté des grands réacteurs, notamment après les grands accidents de Tchernobyl et de Fukushima, ils les intègrent. Ils les intègrent, j'allais dire, en lisant les règles de sûreté et leur application par l'ASN et en faisant la même chose. Donc, c'est complètement vrai que la sûreté, on peut complètement s'inspirer. En ce qui concerne l'exploitation, et c'est un commentaire que je n'ai pas fait, quand on fait un petit réacteur, j'avais dit tout à l'heure qu'on était pénalisé par l'effet de taille pour un des critères qui est la taille de l'équipe d'exploitation. Donc, si vous faites un réacteur de 1000 MW ou de 1500 MW, il vous faut des opérateurs, mettons 3 opérateurs en salle de commande, plus un ingénieur sûreté, mettons 4, et qui prennent le car à 6, peut-être à 7, ça fait 25 personnes. Vous pouvez vous le payer si personne très qualifiée, donc de rémunération élevée. Vous pouvez vous le payer si vous faites 1600 MW. Vous ne pouvez pas vous le payer si vous faites 16 MW. Et donc, vous êtes obligé d'automatiser la conduite au maximum. Et donc, la conduite de tous ces petits réacteurs, en tous les cas des micro-réacteurs, ça ne peut marcher, l'économie n'est possible que si la conduite est automatisée. Et donc, il n'y a pas vraiment de continuité d'expérience de conduite.
Alors, vous parliez de Fukushima. J'observais sur la carte tout à l'heure des SMR. Je n'ai pas vu de SMR sur le Japon. Euh, Non, vous avez raison, il n'y en a pas. Et je pense que le Japon a actuellement un objectif, et c'est de redémarrer le plus possible des réacteurs qu'il exploitait avant l'accident de Fukushima. Alors, le plus possible, ça veut dire, dans l'intention japonaise, tous les réacteurs à eau sous pression, et puis les réacteurs bouillants les plus modernes. Et je pense que les Japonais ne reviendront à des développements technologiques sur des plus petits réacteurs, s'ils s'en font, que, que quand ils auront sorti la tête de l'eau. Je rappelle que le Japon avait un projet de moyen réacteur qui était Atmea avec Framatome, mais c'était un réacteur de 1000 MW qui ne rentre pas dans la catégorie des petits réacteurs. Peut-être que si la France remet sur pied une stratégie de développement de réacteurs à neutrons rapides, il y aura un intérêt à coopérer avec le Japon, mais pas pour des petits réacteurs. Ça n'aurait pas de sens. D'ailleurs, ça rejoint une question aussi d'Ibrahima qui demande, y a-t-il des projets de construction de réacteurs dans les pays africains? Là aussi, sur la carte, c'est vrai qu'il y avait un grand vide. Il y a, il y a deux réacteurs qui sont exploités en Afrique du Sud, que j'aime bien parce que j'ai contribué à leur construction. Il y a beaucoup de pays africains qui ont des marques d'intérêt, notamment pour des réacteurs expérimentaux, des réacteurs de recherche, pour monter leur développement technologique. Les Russes, les Chinois, j'en suis moins sûr, font des offres à différents pays africains pour des réacteurs de recherche. À ma connaissance, il n'y a pas de projet de réacteur électrogène, notamment pour une raison que j'ai mentionnée, c'est la taille des réseaux. Les réseaux des pays africains qui sont souvent pas interconnectés. Il y a des réseaux pour la capitale et puis il y a des réseaux pour les plus grandes villes, mais pas nécessairement d'interconnexion. L'interconnexion, c'est pour l'évacuation d'énergie des grands barrages. Donc, les pays africains, ils n'accueillent pas facilement des grands réacteurs. Et puis, il n'y a pas vraiment, c'est sans doute ce qui ressort de mon exposé, d'offres. Un vendeur peut dire, vous me passez commande, dans 5 ans, je vous fournis de l'électricité. Il n'y a personne qui offre ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'offre pour les pays africains. Une autre question de Bruno. Il insiste pour savoir ce que nous avons réellement perdu avec l'arrêt de Superphénix. Écoutez, à mon avis, on a perdu beaucoup parce que la compétence, c'est pas simplement des brevets, des résultats expérimentaux, etc. Ce sont des personnes. Et les équipes qui avaient la connaissance du sodium, de l'exploitation du sodium, et la compétence de la conception de réacteurs à neutrons rapides, il reste des personnes qui sont parties à Hexana ou à Autrera, etc. Mais je pense qu'il y a énormément de compétences humaines qui s'est perdues. Pour finir, notre dernière question, une question de Daniel, qui précise que même si ce n'est pas le sujet, y a-t-il des projets plus réalistes à terme sur la fusion? Plus réaliste que ITER ou plus réaliste que... donc, pas la précision. De préciser. Donc, aux États-Unis, en fait, dans le projet, dans l'appel d'offres BPI France, il y a 2 projets de fusion. Donc, la fusion aujourd'hui dans le monde, c'est essentiellement des confinements magnétiques, tokamak, mais on peut faire de la fusion avec des lasers. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans le centre de recherche du CEA pour simuler des explosions atomiques qui est près de Bordeaux.
Donc, c'est ce qu'on appelle le confinement inertiel. Donc, dans le projet, dans l'appel d'offres de BPI France, il y a 2 propositions, mais je pense que c'est pas donc qui, pour l'instant sont primées, mais c'est pas demain qu'ils vont sortir. En Allemagne, il y a un regain très fort d'intérêt pour la fusion, avec plusieurs projets que je ne saurais pas vous décrire en détail. Aussi avec une nouvelle famille de tokamaks qui sont les stellarateurs. Et puis aux États-Unis, il y a aussi des grandes entreprises pour le coup, avec des financements privés pour des projets de fusion qui ont fait des annonces récentes très tonitruantes à l'américaine. On a réussi l'équilibre entre puissance injectée et puissance produite. Si on regarde dans les détails, ce n'est pas vraiment vrai. Donc, je pense que la fusion a un grand potentiel de progrès devant elle, mais je ne vois pas actuellement de projet dont on puisse dire ben ça, c'est le départ d'un démonstrateur. Dans 5 ans, on aura le démonstrateur et dans 10 ans, on sera passé à l'échelle. Je ne crois pas. Il y a quand même une petite dernière question qui est apparue. Une question de Loris. En parlant d'accidentologie, notamment en Fukushima, les normes de sécurité sur la filière nucléaire sont-elles semblables entre les différents pays du monde? Il s'interroge sur le fait que peut-être la France est probablement parmi les pays les plus regardants sur les normes de sécurité. Enfin, voilà. Il se pose des questions par rapport à ça. Est-ce que vraiment les normes sont semblables d'un pays à un autre? Non, non, elles ne sont pas semblables. Et c'est éminemment regrettable. C'est un élément différenciateur considérable entre l'aérien, la circulation aérienne, ou la certification des avions. Je simplifie, mais c'est si un avion est certifié en France, il est certifié dans tous les pays du monde et réciproquement, avec une obligation des organes certificateurs d'aligner leurs exigences. Dans le nucléaire, il n'y a rien de tel. La sûreté nucléaire est le fait de chacun des États. En Europe, il y a une volonté d'harmonisation qui est WENRA, qui est un processus, donc c'est Western Energy Nuclear Regulator Association, c'est l'association des régulateurs de l'énergie nucléaire de l'Europe de l'Ouest, mais enfin le W est trop, puisqu'il y a des régulateurs de l'Europe de l'Est, mais ce n'est pas obligatoire, WENRA. Donc tout le monde accepte, toutes les autorités de sûreté acceptent WENRA, mais quand on va les voir individuellement, tel ou tel que je pourrais citer dit non, moi ok j'ai signé, mais je ne demanderai pas ça si on construit un réacteur dans mon pays. Et aux États-Unis, les règles de sûreté sont quand même assez différentes des règles européennes. Donc la réponse à la question, c'est non, il n'y a pas d'harmonisation, et c'est une des grandes difficultés de l'industrie nucléaire.